Bonjour Sébastien Boussoir, Bonjour à vous. vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient et des relations euro-arabes. Vous êtes donc l'invité de diversité.be aujourd'hui pour évoquer avec nous l'actualité en Afghanistan. Alors j'aimerais d'abord commencer par vous demander quelle est votre impression et comment vous vivez cette actualité aujourd'hui dans ce pays. Une actualité débordante et à la fois des événements qui malheureusement étaient prévisibles dans le cours moyen de l'histoire. En réalité, ce qui se passe en Afghanistan est hélas un éternel recommencement. Depuis 40 à 50 ans, on assiste à la fois à une déstabilisation d'un pays avec des factions qui s'opposent à l'intérieur même de ce pays et puis je dirais le germe à chaque fois d'une idéologie radicale qui tente d'essaimer et de s'imposer et en retour de bâton, si je puis dire, quand il y a des conséquences à l'extérieur, des ingérences et du coup des interventions extérieures pour essayer de résoudre la question. Ce qui est assez tragique, c'est que ça fait maintenant plus de 4 décennies que cette histoire dure et qu'à chaque fois l'Afghanistan devient cette terre de ressourcement et de régénération de l'idéologie djihadiste. Et là, on voit bien que depuis 20 ans, la situation est tout à fait paradoxale, c'est-à-dire que l'objectif des Américains en entrant en sein même de l'Afghanistan en 2001 était de déloger Oussama Ben Laden abrité par les talibans qu'il finançait et en même temps, pour moi, en tout cas c'est ce que j'avais compris jusqu'à hier soir, de contribuer à l'édification d'un État qui soit stable et durable et qui soit sécurisé pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien pour les Afghans que pour la région de l'Asie centrale et du Moyen-Orient, mais également pour l'ensemble du monde. Il semblerait que les choses soient un peu différentes, en tout cas que le tropisme américain soit d'essayer de partir avec la tête haute, même si évidemment personne aujourd'hui n'est dupe de cette situation-là. Et la réalité, c'est qu'il y a une responsabilité dans cette situation tragique en Afghanistan aujourd'hui, c'est-à-dire certes peut-être les Américains, car aucune guerre qu'ils ont pu mener pour essayer de rétablir la démocratie ou d'instaurer un État structuré et concret et solide n'a malheureusement été très efficace jusqu'à maintenant, pas plus en Syrie, pas plus en Irak et pas plus en Afghanistan. Et puis je crois que du coup, il y a une responsabilité claire et nette des élites afghanes pendant une vingtaine d'années qui ont été totalement corrompues, biberonnées par l'argent occidental et l'argent de la communauté internationale et à qui du coup les Afghans en veulent beaucoup. Donc on voit bien que dans la balance, vous avez aujourd'hui des Afghans qui ne veulent peut-être plus de l'occupation et de la présence américaine, mais en même temps qui apportent un soutien aux talibans pour la simple et bonne raison qu'ils se disent qu'entre la peste et le choléra, selon eux en tout cas, il vaut mieux peut-être essayer d'avoir de l'autorité, de l'ordre, de la discipline, avec un groupement dont l'idéologie est tout à fait extrémiste, radicale et problématique pour bon nombre des minorités au sein même de l'Afghanistan, mais qui au moins purgeront 20 années de gabegie, de dépenses somptuaires d'argent qui n'ont absolument pas permis de la part des élites afghanes de construire un État afghan qui puisse profiter à tout le monde. Oui, on parle de 75 millions de dollars investis par les États-Unis durant Non, 2000 milliards, 2000 milliards. Ah, pardon, oui, donc c'est... Oui, oui. Non, c'est vraiment aussi important soit-il, quand on l'a dans le porte-monnaie, c'est toujours important, mais attends, 2000 milliards de dollars, à peu près 1000 milliards qui ont servi d'un point de vue militaire, et les autres 1000 milliards à la louche qui auraient dû servir à l'édification à l'édification des institutions démocratiques et de l'État pour éviter qu'au moment où les Américains se retirent, on se retrouve dans cette situation tout à fait tragique que nous connaissons depuis quelques jours. Alors, cette décision, elle a été prise sous l'ère Trump. Aujourd'hui, Biden donc, est allé plus loin puisque, évidemment, en principe, le retrait, c'était jusqu'au 31 août, je pense, la date butoir. Est-ce que vous estimez que que les conséquences de ce retrait étaient inconnues de Biden, ou est-ce que c'était pour lui une fin logique, ce retrait à court terme, juste après son élection? Alors, ce qui est clair, c'est que comme Joe Biden l'a dit dans son discours hier soir, il a hérité d'un accord qui a été signé par Donald Trump et par les talibans directement en one-to-one, en bilatéral en réalité, sans faire intervenir l'État afghan. Il est évidemment tout à fait problématique du coup que Joe Biden puisse appliquer en l'état un accord s'il considérait qu'il n'était pas juste.
Or, il l'a rappelé à maintes reprises hier dans son discours, il considère ce retrait comme tout à fait juste parce que les Américains ne sont pas destinés ou prédestinés à rester sur un terrain de ad vita aeternam. Donc, plutôt que de clairement considérer que cette guerre menée en Afghanistan contre Al-Qaïda et contre les talibans a été un échec, il a un peu fait une pirouette hier en rendant responsable l'État afghan, ce qui me paraît tout à fait raisonné et tout à fait juste, mais qui du coup pose un certain nombre de problématiques. Parce que quand vous avez Joe Biden qui au mois de mai tweet en expliquant que l'État et l'armée afghans sont tout à fait formés pour faire face aux talibans, soit c'est la méthode Cohen, soit c'est de la communication politique pour essayer de trouver un moyen de se sauver, de sauver la face, soit clairement c'était une méconnaissance de la situation telle qu'elle était sur le terrain. Quand on voit aujourd'hui que les agences américaines reconnaissent clairement qu'elles n'imaginaient pas plus que les plus grands experts de la Terre et de Mars, que les talibans arriveraient à reprendre aussi rapidement le contrôle de l'ensemble de l'Afghanistan, ça en dit long aussi évidemment d'une part sur l'état du renseignement occidental et américain, qui peut poser problème en termes de sécurité pour notre avenir. Ça pose problème aussi, mais ça c'est moins nouveau, sur l'efficacité des guerres qui peuvent être menées par l'Occident, mais surtout des armées conventionnelles qui peuvent mener une guerre contre un ennemi qui est soit invisible, soit constitué sous forme de groupes paramilitaires ou de guérillas. Ça a été le cas de Daesh, ça a été le cas également des talibans. Et ça, du coup, pour répondre à votre question, c'est un mélange d'à peu près tout ça, c'est-à-dire une part de naïveté, je pense, une part de ce qu'on appelle l'hubris américain ou occidental, c'est-à-dire continuer à rester persuadé que l'Occident est le meilleur et avec cette forme peut-être un peu d'arrogance et de persuader que nous sommes à même de représenter la démocratie sans faille, de l'exporter sans faille et de permettre à des sociétés d'effectuer leur transition démocratique grâce à notre aide en méconnaissant une grande partie du terrain et des groupes qui se trouvent sur place et qui évidemment résisteront à ce que, en l'occurrence, les talibans ont considéré comme une ingérence et comme une occupation. Et c'est là tout le talent des talibans aujourd'hui. C'est dans le récit national qu'ils vont construire, c'est d'arriver à se présenter aujourd'hui comme le groupe qui aura libéré les Afghans du joug américain, des mécréants et de tous les koufars, qu'ils soient halal, si vous pouvez me permettre, ou qu'ils ne le soient pas, c'est-à-dire des Européens, des Américains, mais également de ces élus afghans et de ces anciens présidents, de toute cette administration qui a institutionnalisé la corruption généralisée dans le pays. Donc je crois que Joe Biden a fait le choix de se retirer et après moi le déluge, pour reprendre l'expression consacrée, mais je crois qu'il imaginait, d'ailleurs dans un tweet, il l'a encore fait il y a quelques jours, il imaginait probablement que l'armée afghane pourrait au moins à minima combattre comme les Afghans. Ça n'a pas été le cas du tout, évidemment. Alors, Sébastien, moi j'ai une question aussi concernant la géopolitique. Aujourd'hui, donc l'Afghanistan, enfin, les talibans ont repris donc le pouvoir dans ce pays. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce que les voisins de l'Afghanistan, quel est le rôle, par exemple, du Pakistan? Parce que j'ai entendu dire notamment que le Pakistan aurait joué un rôle déterminant dans la reprise de Kaboul et de l'Afghanistan en général par les talibans. Alors, je n'ai pas d'informations précises sur la manière dont l'ISI, les services de renseignement pakistanais ou l'armée pakistanaise auraient pu jouer dans cette situation à l'heure actuelle. Ce qui est clair, c'est que quand vous parlez de l'ensemble des voisins, il y a des pays qui sont relativement plus neutres, comme l'Ouzbékistan, qui a hérité d'un avion d'ailleurs qui s'est écrasé il y a quelques heures et qui a fait atterrir au sol un certain nombre d'avions partis de Kaboul parce qu'ils survolaient illégalement l'espace aérien ouzbek. Vous avez le Tadjikistan à qui les talibans ont clairement promis qu'il n'y aurait pas de débordement. Et je crois que ça, c'est un des objectifs des talibans, c'est de pouvoir permettre une stabilisation des frontières et du coup, pour, je dirais, faire de ce nouveau Talibanistan un pays qui ne déborde pas pour ne pas poser de problème aux autres frontières. Vous avez également la frontière chinoise qui fait 76 km et dont on voit l'intérêt majeur pour Pékin d'entretenir cette relation très forte avec les talibans pour des raisons économiques, mais également pour des raisons géopolitiques et stratégiques de ce fameux projet des nouvelles routes de la soie. Et il reste notamment l'Iran qui est problématique en termes de frontières parce que jusqu'à maintenant,
le gros de l'argent, de la drogue et de l'opium, qui a aussi servi d'ailleurs aux talibans pendant des années, qui leur ont permis d'être autonomes financièrement, transitait soit par l'Asie centrale puis la Russie, mais également par l'Iran. Et donc il reste le Pakistan qui a, je dirais, un héritage important avec l'Afghanistan et qui du coup a été le premier pays. C'est un peu comme l'Algérie, cette armée qui dispose d'un État, a été le premier pays à soutenir les talibans avant 1996, justement 1996, pour déstabiliser les Pashtuns qui n'aiment vraiment pas. Donc du coup, il y a une connexion encore très forte entre une partie du Pakistan où réside un grand nombre de talibans qui continuent à mener le combat. Je pense que les talibans n'excluraient pas le rêve à un moment ou à un autre d'une véritable déstabilisation plus accrue du Pakistan, mais il y a je dirais en contrepoint quand même l'armée qui essaie de faire respecter l'ordre. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que le Pakistan a toujours eu cette connexion avec les talibans dans ce soutien financier dont dépendent aujourd'hui largement moins les talibans de l'intérieur de l'Afghanistan. Alors, Sébastien, personne n'a de boule de cristal, hein, donc on va faire peut-être ici un peu de... On va avoir une vision, peut-être, on va essayer de voir ce qui peut se passer dans les prochains jours, les prochains mois, mais avant de parler peut-être des Afghans qui sont en Afghanistan, comment voyez-vous le flux migratoire? Est-ce que vous pensez que nous allons avoir... Enfin, l'histoire finalement ne fait que se répéter si on observe un peu de manière rétrospective les conflits par le passé, mais est-ce que vous pensez que nous allons avoir un flux peut-être plus important que ce qu'on imagine? Bon, l'histoire s'est construite et s'est défaite autour des flux migratoires et des migrations en général. Je ne crois pas que ce soit fondamentalement toujours ce que certains essayent de nous faire croire comme un problème. Ce qui est tragique, c'est que personne, a priori, ne quitte son pays de gaieté de cœur, en tout cas certainement pas en laissant une partie de sa famille ou en laissant mourir une partie de sa famille. L'Europe s'est construite sur des vagues, à la fois sur la destruction et sur des vagues d'immigration successives qui sont la richesse ou à un moment un problème pour d'autres. On a vu depuis une dizaine d'années, à l'issue des printemps arabes, des vagues d'immigration successives qui ont été problématiques pour un certain nombre de pays, pas pour tous au sein même de l'espace européen. Il est clair que après les vagues de réfugiés syriens, l'Allemagne a clairement dit, en tout cas le successeur potentiel d'Angela Merkel, Laschet a clairement dit qu'il ne renouvellerait pas l'opération. Ça a coûté bien cher en termes de crédit électoral manifestement à Angela Merkel, ces fameux 1 million de réfugiés syriens. Je ne suis pas sûr que d'autres pays, évidemment, accueillent de cette manière-là. Même si tout cela est souvent en général assez hypocrite, parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre de pays européens ont véritablement besoin de l'immigration. Donc d'un point de vue en termes de réel politique et d'intérêt propre des pays, on peut imaginer qu'il y aurait évidemment un intérêt de toute façon à accueillir de nouvelles vagues, le mot fait souvent peur, d'immigrés, ou en tout cas de réfugiés. Je crois que chaque pays, dans une partie de responsabilité de cette situation en Afghanistan, où ni le droit international ni le multilatéralisme n'ont permis de trouver une issue et d'éviter ce nouveau drame que connaît aujourd'hui l'Afghanistan, chaque pays prendra sa part de responsabilité. Ce que Emmanuel Macron a reprécisé dans un certain nombre de messages, puisqu'on avait manifestement mal interprété son discours hier. Chaque pays aura cette part de responsabilité. Et évidemment, il y aura des quotas qui seront sûrement fixés. À ce stade-là, un certain nombre ont déjà pu fuir. Les frontières, évidemment, vont rester fermées. Les talibans vont surtout essayer de tout faire pour empêcher un certain nombre de fuir, évidemment, le pays. Ça veut dire qu'il y a une grande différence à faire entre des réfugiés qui partiraient dans cette situation tout à fait tragique de peur d'avoir des représailles ou autres, et puis ce que les États ont actuellement organisé depuis quelques jours via l'aéroport de Kaboul, c'est-à-dire l'évacuation des personnels qui ont directement travaillé avec les chancelleries occidentales, américaines, françaises ou européennes en général. Je pense à des institutions comme l'université américaine à Kaboul, dont un certain nombre de représentants avaient peur de devenir des cibles à un moment ou un autre. Je crois que la priorité des talibans est de tout faire pour que tout ce personnel-là s'enfuit. Je ne pense pas qu'on arrivera à une situation de massacre. L'idée est de toute façon de faire partir tout ce qui peut être étranger et tout ce qui peut
être un héritage de l'histoire passée, en réalité, puisqu'elle est déjà passée. Donc voilà, je pense qu'un certain nombre de pays européens doivent probablement se préparer. Je ne suis pas tout à fait convaincu pour l'instant que ça soit les mêmes vagues que ça a été le cas avec la Syrie, tout simplement parce que la Syrie est plus proche, qu'il y avait la frontière directement avec la Turquie, que les accords n'étaient pas encore véritablement signés avec la Turquie, et qu'aujourd'hui, même si l'Europe n'est qu'à 2 frontières de l'Afghanistan, à travers la Turquie, on est dans une situation où, et l'Iran, on est dans une situation où, évidemment, je pense que d'autres accords seront signés, des accords d'intérêt européens seront signés pour éviter l'hémorragie venant de l'Afghanistan. Alors, nous arrivons tout doucement à la fin de notre entretien. J'ai peut-être une dernière question. Sébastien Boussois, peut-on croire aux promesses des talibans quand ils nous disent qu'ils vont respecter le droit des femmes, le droit du citoyen? Enfin, peut-on croire en leurs paroles? Bon, pas plus aux leurs que à celle d'un certain nombre de dirigeants américains, que celle des présidents successifs afghans qui ont promis de rétablir la paix et la prospérité dans le pays. Ce qui est clair, c'est que les talibans ont pour l'instant le bénéfice du doute, un petit peu comme l'ont eu un certain nombre de mouvements islamistes dans les transitions des printemps arabes, c'est-à-dire qu'on avait vu l'échec et l'impossibilité de tous les courants politiques passés, autoritaires, à résoudre le problème et le quotidien de leurs concitoyens. On a espéré, imaginer qu'avec un certain nombre de mouvements plus proches du citoyen, plus ancrés dans le local, comme ça a été le cas d'un certain nombre de mouvements islamistes passés dans le jeu démocratique au moment des printemps arabes, on puisse parvenir à quelque chose de plus concluant. On a bien vu évidemment que personne n'est plus à même aujourd'hui de résoudre les problèmes fondamentaux et graves que traverse le monde arabo-musulman en général, qu'ils soient sociaux, économiques, culturels et civilisationnels. Donc, ce que promettent pour l'instant les talibans, ce sont aujourd'hui pour moi des éléments de langage et d'une communication politique qui est bien plus rodée qu'il y a 20 ans. Ils communiquent à travers les réseaux, ils communiquent à travers un certain nombre de porte-paroles qui parlent anglais, qui se débrouillent très bien et qui, du coup, présentent un visage, si je puis dire, acceptable dans le paysage afghan de ce qu'est le mouvement taliban. À tel point qu'un certain nombre de pays ont déjà potentiellement envisagé l'idée d'une normalisation, que ce soit la Chine ou que ce soit la Russie, que la Turquie a souligné les éléments positifs qui ont émergé depuis quelques heures des discours et des éléments de langage des talibans. Et même Joe Biden, hier, dans son discours, n'a pas exclu que si les talibans respectaient un certain nombre de droits, à commencer par celui des femmes, l'idée d'une réflexion, d'un embryon de réflexion autour de la question de la normalisation ne serait pas tout à fait exclue. Ce qui, en fait, est intéressant puisque c'est aussi une stratégie politique de la part des talibans. On n'a pas toutes les images des exactions qui ont été commises dans les campagnes et dans la conquête de Kaboul. On n'est pas tout à fait convaincu, évidemment, que ce message délivré notamment par les dirigeants talibans, qu'ils soient à Doha ou qu'ils soient à Kaboul, soit totalement suivi par les troupes et par tous les petits soldats et tous les petits fous de Dieu qui, eux, sont beaucoup moins dans une logique de stratégie, mais sont plus pris dans leur idéologie et dans ce qu'ils croient fondamentalement, c'est-à-dire un islam rigoriste et strict et austère, un véritable décalage violent entre le traitement des femmes et la supériorité des hommes. Et même si les responsables et les dirigeants talibans font passer ce message-là à ce stade-là, je pense qu'il faudra beaucoup de temps, ne serait-ce qu'en termes de normalisation, avant que les masses de talibans, c'est-à-dire les petits fonctionnaires de base, notamment, puissent faire appliquer ces règles-là. Mais en même temps, je reste globalement assez inquiet puisque je pense que la matrice fondamentale du talibanisme reste globalement quand même concrètement ça et qu'il y a quand même largement plus à ce stade-là et au jour d'aujourd'hui de quoi être inquiet que d'être rassuré. Tout à fait. En tout cas, nous remercions d'avoir apporté ces éclaircissements et puis nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci Sébastien.